Bonjour. Je pourrais vous dire rebonjour, mais non, je vais rester donc sur le bonjour. Pardon, je touche le micro. Excusez-moi. C'est pour éviter le vent, le bruit du vent. Pardon, il vaut mieux que je baille maintenant. Je reprends la lecture de Jane Eyre. Le chapitre 13, c'est ça. Je viens de terminer le chapitre 12. Dans mon échelle de temps. Alors c'est parti. Chapitre 13. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à tout à l'heure après la lecture. Merci encore. Mr. Rochester, sans doute sur l'ordre du médecin, alla se coucher de bonne heure ce soir-là et se leva tard le lendemain matin. Lorsqu'il descendit, ce fut pour s'occuper de ses affaires. Son régisseur et quelques-uns de ses fermiers étaient là et attendaient pour lui parler. Nous fûmes obligés, Adèle et moi, de quitter la bibliothèque qui allait servir quotidiennement de salle de réception pour les visiteurs. On alluma du feu dans une pièce du premier étage où je transportais nos livres et que j'organisais pour en faire notre salle d'études. Je me rendis compte au cours de la matinée que Thornfield Hall était bien transformé. Il n'y régnait plus un silence d'église, des coups frappés à la porte où le bruit de la sonnette résonnait presque d'heure en heure. Des pas traversaient fréquemment le vestibule et, en bas, de nouvelles voix parlaient sur des tons différents. Un courant du monde extérieur y avait pénétré. Le manoir avait un maître. Pour ma part, je l'aimais mieux ainsi. Ce ne fut pas facile de faire travailler Adèle ce jour-là. Elle était incapable de concentrer son attention, courait à chaque instant à la porte, regardait par-dessus la rampe de l'escalier pour essayer d'apercevoir Mr. Rochester. Elle inventait des prétextes pour descendre et je soupçonnais, avec raison, que c'était pour aller dans la bibliothèque où, je le savais, on n'avait pas besoin d'elle. Quand je me fus un peu fâchée, lui ordonnant de se tenir tranquille, elle ne cessa de me parler de son ami M. Edward Fairfax de Rochester, comme elle l'appelait. Je n'avais jamais entendu dire ces prénoms auparavant. Et de chercher à deviner quel cadeau il lui avait apporté. Il avait, paraît-il, fait connaître la veille au soir que lorsque ses bagages arriveraient de Millcote, on y trouverait une petite boîte dont le contenu l'intéresserait. Et cela doit signifier, disait-elle, qu'il y aura là-dedans un cadeau pour moi. Et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur a parlé de vous. Il m'a demandé le nom de ma gouvernante et si elle n'était pas une petite personne assez mince et un peu pâle. J'ai dit que oui, car c'est vrai, n'est-ce pas, mademoiselle ? Mon élève et moi déjeunâmes comme d'habitude dans le petit salon de Mrs. Fairfax. Le vent soufflait furieusement, la neige tombait, si bien que nous passâmes l'après-midi dans la salle d'études. À la tombée de la nuit, je permis à Adèle de ranger ses livres et son ouvrage et de descendre bien vite car, en raison du silence relatif qui régnait en bas, on n'entendait plus sonner à la porte, je supposais que Mr. Rochester devait être libre. Demeurée seule, j'allais jusqu'à la fenêtre, mais on ne voyait rien. Le crépuscule, les flocons de neige obscurcissaient l'air, empêchant même de distinguer les arbustes de la pelouse. Je laissai retomber le rideau et revins près du feu. J'esquissais, sur les cendres rouges, un paysage non sans ressemblance avec un dessin que je me souvenais avoir vu du château d'Heidelberg sur le Rhin, lorsque Mrs. Fairfax entra, réduisant en pièces la mosaïque de feu que j'avais composée, dispersant en même temps quelques pensées accablantes, importunes, qui commençaient à envahir ma solitude. « Mr. Rochester vous prie, ainsi que votre élève, de bien vouloir prendre le thé avec lui ce soir au salon, dit-elle. Il a été si occupé toute la journée qu'il n'a pu demander à vous voir plus tôt. »« À quelle heure lui sert-on le thé ?» demandai-je. « Oh, à 6 heures. Il prend son repas de bonne heure à la campagne. Vous feriez bien de changer de robe dès maintenant. Je vais vous accompagner pour vous l'agrafer. Voici une chandelle. »
Est-il indispensable de changer de robe ? Oui, vous ferez mieux. Je m'habille toujours le soir quand Mr. Rochester est ici. Ce cérémonial supplémentaire me parut quelque peu solennel. Je me rendis cependant dans ma chambre et, avec l'aide de Mrs. Fairfax, je remplaçai ma robe de lainage noir par une robe de soie noire, la plus belle et la seule que je possédais encore, à l'exception d'une robe gris clair que, d'après mes idées sur la toilette acquise à Lowood, je trouvais trop jolie pour la porter en dehors des grandes occasions. « Il vous faut une broche, dit Mrs. Fairfax. Je n'en possédais qu'une, une perle, que Miss Temple m'avait donnée en souvenir d'adieu. Je la mis et nous descendîmes. Peu habitué aux étrangers, il m'était assez pénible de me présenter devant Mr. Rochester après une aussi cérémonieuse convocation. Je me laissai précéder par Mrs. Fairfax pour entrer dans la salle à manger et me tins dans son ombre en traversant cette pièce. Puis, franchissant la baie voûtée dont le rideau était alors baissé, nous entrâmes dans l'élégant salon. Il y avait 2 chandelles de cire allumées sur la table, 2 sur la cheminée. Pilote était couché devant un feu magnifique, comme baigné dans sa lumière et sa chaleur. Adèle était à genoux près de lui. À demi étendu sur un canapé, se tenait Mr. Rochester, le pied soutenu par un coussin. Il regarda Adèle et le chien. La flamme du foyer éclairait en plein son visage. Je reconnus mon voyageur, ses sourcils épais d'un noir de jais, son front carré, encore accentué par la coupe horizontale de ses cheveux noirs. Je reconnus son nez énergique, plus remarquable par le caractère que par la beauté. Ses narines ouvertes, qui paraissaient indiquer un tempérament irascible, sa bouche, son menton et sa mâchoire sévères. Oui, sans aucun doute, tous les 3 étaient réellement sévères. Maintenant qu'il était débarrassé de son manteau, je vis que la carrure de sa silhouette s'harmonisait avec sa physionomie. Il était apparemment bien bâti, au sens athlétique du terme, large de poitrine et étroit des hanches, ni grand ni gracieux. Mr. Rochester avait dû s'apercevoir de notre entrée, mais il n'était sans doute pas d'humeur à faire attention à nous, car il ne leva même pas la tête à notre approche. « Voici Miss Eyre, monsieur, » dit Mrs. Fairfax de son air tranquille. Il s'inclina sans quitter des yeux le groupe que formaient l'enfant et le chien. « Faites asseoir Miss Eyre, dit-il, et dans son salut raide et guindé, dans son ton impatient et pourtant cérémonieux, il y avait quelque chose qui semblait vouloir dire « Que diable voulez-vous que cela me fasse que Miss Eyre soit là ou non ? Pour le moment, je ne suis pas disposée à m'occuper d'elle. » Je m'assis sans plus d'embarras. Un accueil d'une parfaite politesse m'eût probablement rempli de confusion, car je n'aurais pu y répondre avec grâce ou élégance. Mais cette capricieuse rudesse me dispensait de toute obligation. La dignité calme que j'opposais à ces manières fantasques me donnait au contraire l'avantage. De plus, la bizarrerie de cette façon d'agir était piquante. J'étais curieuse de voir comment il allait se comporter par la suite. Il se comporta comme l'eût fait une statue, c'est-à-dire qu'il ne parla ni ne bougea. Mrs. Fairfax parut estimer nécessaire que quelqu'un fût aimable et se mit à causer. Bienveillante comme toujours, mais comme toujours aussi assez banale, elle déplora qu'il eût été si absorbé par les affaires toute la journée, malgré cette entorse qui le faisait souffrir. Puis elle loua sa patience et son endurance en cette circonstance. « Madame, je prendrai bien un peu de thé. » Ce fut la seule réponse qu'elle obtint. Elle se hâta de sonner. Quand on eut apporté le plateau, elle se mit à disposer les tasses, les cuillères, etc. avec une célérité empressée. Nous nous approchâmes, Adèle et moi, de la table, mais le maître ne quitta pas son canapé. « Voulez-vous passer cette tasse à Mr. Rochester » me dit Mrs. Fairfax. Adèle risquerait de la renverser. Je fis ce qui m'était demandé. Comme il me prenait la tasse des mains, Adèle, croyant le moment propice pour présenter une requête en ma faveur, s'écria « N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a un cadeau pour mademoiselle Eyre dans votre petit coffre ?»« Qui parle de cadeau ?» dit-il d'un ton bourru. « Espériez-vous un cadeau, Miss Eyre ? Aimez-vous les cadeaux ?» Et il scrutait mon visage de ses yeux sombres, courroucés et perçants. « Je ne sais trop, monsieur. J'en ai peu d'expérience. Il passe généralement pour des choses agréables. »« Généralement ? Mais vous, qu'en pensez-vous ? » Il va me falloir réfléchir un instant, monsieur, avant de pouvoir vous donner une réponse digne de vous satisfaire. Un cadeau offre plusieurs aspects, n'est-ce pas ? Et il faut les considérer tous avant d'émettre une opinion sur sa nature. Miss Eyre, vous n'êtes pas aussi simple qu'Adèle. Elle réclame un cadeau à grands cris dès qu'elle m'aperçoit. Vous prenez des détours. C'est que j'ai moins confiance en mes mérites qu'Adèle.
Elle peut se réclamer d'une ancienne amitié, du privilège de la coutume. Elle dit que vous avez toujours eu l'habitude de lui donner des jouets. Mais moi, si je devais plaider ma cause, je serais bien embarrassée. Je suis une étrangère, je n'ai rien fait pour avoir droit à la reconnaissance. Oh, ne vous retranchez pas derrière un excès de modestie. J'ai interrogé Adèle et je me suis rendu compte que vous étiez donné beaucoup de peine pour elle. Ce n'est pas une enfant brillante, elle n'a pas de don particulier. Cependant, en peu de temps, elle a fait de grands progrès. Monsieur, vous venez de me le donner, mon cadeau. Je vous en remercie. Il n'y a pas pour les maîtres de plus douce récompense que d'entendre louer les progrès de leurs élèves. Fit Mr. Rochester, et il prit son thé en silence. Approchez-vous du feu, dit le maître, lorsqu'on eut emporté le plateau et que Mrs. Fairfax se fut installée dans un coin avec son tricot, tandis qu'Adèle, me tenant par la main, me faisait faire le tour de la pièce pour me montrer les beaux livres et les objets d'art posés sur les consoles et les chiffonnières. Il était de notre devoir d'obéir. Adèle voulut s'asseoir sur mes genoux, mais elle reçut l'ordre de jouer avec Pilote. « Il y a 3 mois que vous êtes chez moi. »« Oui, monsieur. »« Et vous veniez de l'école de Lowood, dans le comté de... Ah, une institution de charité. Combien de temps y êtes-vous resté ? 8 ans. 8 ans ? Vous devez avoir la vie dure. J'aurais cru que la moitié de ce temps passé dans un tel endroit fût suffisant pour ruiner la santé la plus robuste. Il n'est pas étonnant que vous ayez plutôt l'air de venir d'un autre monde. Je me demandais où vous aviez pu prendre un tel visage. Hier soir, lorsque vous êtes venu vers moi dans le chemin de Hay, j'ai pensé sans savoir pourquoi au conte de fées. Et j'ai été sur le point de vous demander si vous n'aviez pas jeté un sort à mon cheval. Je n'en suis même pas encore bien sûre. Qui sont vos parents ? Je n'en ai pas. Et vous n'en avez jamais eu, je suppose. Vous souvenez-vous d'eux ? Non. C'est bien ce que je pensais. Vous attendiez sans doute ceux de votre espèce lorsque vous étiez assis sur cet échalier. Que voulez-vous dire, monsieur ? Les vers farfadets. Il y avait un clair de lune qui leur était favorable. Ai-je donc pénétré dans un de vos cercles magiques pour que vous ayez répandu ce maudit verglas sur la chaussée ? Je secouai la tête. Il y a 100 ans, dis-je, parlant aussi sérieusement que lui, que tous les lutins ont quitté l'Angleterre. Et ce n'est certes pas dans le chemin de Hay, ni dans les prés voisins, que vous pourriez en trouver la trace. Je ne pense pas que l'astre de la nuit, lune d'été, de la moisson ou d'hiver, éclaire encore leurs ébats. Mrs. Fairfax avait laissé tomber son tricot et, les sourcils relevés, semblait se demander ce que nous pouvons bien vouloir dire. « Voyons, reprit Mr. Rochester, à défaut de père et de mère, vous avez bien quelques familles, des oncles, des tantes ? » ?»« Non, personne que je connaisse. Et votre foyer ? Je n'en ai pas. Où habitent vos frères, vos sœurs ? Je n'ai ni frère ni sœur. Qui vous a adressé ici ? J'avais fait insérer une annonce dans un journal et Mrs. Fairfax y a répondu. Oui, dit la bonne dame qui savait maintenant sur quel terrain se situait notre conversation. Et je remercie chaque jour la Providence du choix qu'elle m'a inspiré. Miss R a été pour moi une compagne inestimable, et pour Adèle une institutrice bonne et dévouée. Ne prenez pas la peine de lui décerner un certificat, répliqua Mr. Rochester. Les éloges ne m'influenceront pas, je jugerai par moi-même. Elle a commencé par faire tomber mon cheval. Pardon. Monsieur, fit Mrs. Fairfax, je lui suis redevable de cette entorse. La veuve eut l'air déconcertée. Miss R, avez-vous jamais habité une ville ? Non, monsieur. Avez-vous beaucoup fréquenté le monde ? Je n'ai fréquenté personne, à part les élèves et les maîtresses de Lowood, et maintenant les autres de Thornfield. Avez-vous beaucoup lu ? Je n'ai lu que les livres qui se sont trouvés à ma disposition. Ils n'ont été ni nombreux ni très remarquables. Vous avez vécu une vie de nonne. Sans doute êtes-vous très familière avec les rites religieux. Brocklehurst, qui, à ce que je crois, dirige Lowood, est pasteur, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Et vous autres, jeunes filles, vous l'adoriez probablement, comme toutes les religieuses d'un couvent adorent leur directeur. Oh non, quelle froideur ! Non. Comment ? Une novice qui n'adore pas son aumônier. Cela résonne comme un blasphème. Je détestais Mr. Brocklehurst. Je n'étais pas la seule à éprouver ce sentiment. C'est un homme dur, à la fois solennel et indiscret. Il nous faisait couper les cheveux. Par économie, nous achetait des aiguilles et du fil de mauvaise qualité avec lesquels il nous était à peine possible de coudre. C'était là une économie illusoire, fit remarquer Mrs. Fairfax, qui pouvait suivre de nouveau le courant de la conversation. N'est-il pas d'autres délits dont il a été coupable ? Il nous affamait quand il avait la direction exclusive du service des approvisionnements avant la nomination d'un comité.
Une fois par semaine, il nous assommait avec ses longues conférences et chaque soir avec la lecture d'un livre dont il était l'auteur, où il était question de mort soudaine, de jugement, si bien que nous n'osions plus aller nous coucher tellement nous avions peur. Quel âge aviez-vous quand vous êtes entré à Lowood? Environ 10 ans. Et vous y êtes resté 8 ans. Vous en avez donc maintenant 18. Je fis signe que oui. L'arithmétique, comme vous le voyez, est utile. Sans son aide, j'aurais eu de la peine à deviner votre âge. C'est une chose difficile à déterminer, quand l'expression et les traits du visage sont aussi peu en harmonie que dans votre cas. Et qu'avez-vous appris à Lowood? Jouer du piano? Un peu, bien entendu, c'est la réponse habituelle. Aller dans la bibliothèque, j'entends, si vous le voulez bien. Excusez mon ton de commandement, j'ai l'habitude de dire « faites ceci » et on le fait. Je ne peux pas, pour un nouvel hôte, changer mes habitudes. Allez donc dans la bibliothèque, emportez une chandelle, laissez la porte ouverte, mettez-vous au piano et jouez quelque chose. Obéissant à ses ordres, je partis. « Cela suffit » cria-t-il au bout de quelques minutes. « Vous jouez un peu, je m'en rends compte, comme n'importe quelle pensionnaire anglaise, un peu mieux que certaines peut-être, mais pas bien. » Je fermai le piano et revins au salon. Mr. Rochester reprit. Adèle m'a montré ce matin quelques esquisses qui sont de vous, à ce qu'elle m'a dit. Je ne sais si elles sont entièrement de votre main. Un maître vous a probablement aidé. Certes non, m'exclamai-je. Ah, voilà qui pique votre amour-propre. Eh bien, allez me chercher votre carton à dessin, si toutefois vous pouvez prouver que son contenu est une œuvre personnelle. Mais si ce n'est pas sûr, ne m'en donnez pas votre parole, car je sais reconnaître les retouches. Alors je ne dirai rien, et vous en jugerez vous-même, monsieur. J'allai chercher mon carton à dessin dans la bibliothèque. Approchez-moi à la table, dit-il. Je la roulai près de son canapé. Adèle et Mrs. Fairfax s'approchèrent pour voir les croquis. Ne vous pressez pas ainsi autour de moi, dit Mr. Rochester. Je vous les passerai au fur et à mesure que je les aurai vus. N'approchez pas ainsi vos têtes de la mienne. Il examina chaque dessin, chaque tableau avec attention, sans hâte, et en mit 3 de côté, rejetant le reste. « Emportez-les sur l'autre table, Mrs. Fairfax, dit-il, et regardez-les avec Adèle. Vous, ajouta-t-il, me jetant un coup d'œil, reprenez votre place et répondez à mes questions. Je constate que ces tableaux sont l'œuvre d'une même personne. En êtes-vous bien l'auteur ? Oui. Quand donc avez-vous trouvé le loisir de les faire ? Il a fallu beaucoup de temps, de la réflexion. Je les ai faits au cours des 2 dernières périodes de vacances que j'ai passées à Lowood, alors que je n'avais pas d'autre occupation. Où avez-vous trouvé vos sujets ? Dans ma tête. Cette tête que je vois à présent sur vos épaules ? Oui, monsieur. Contient-elle encore d'autres mobiliers de ce genre ? Je pense que oui, j'espère même qu'elle en contient du meilleur. Il étala les tableaux devant lui et les examina, de nouveau l'un après l'autre. Tandis que Mr. Rochester est ainsi occupé, je vais vous les décrire, lecteur, en vous faisant tout d'abord observer qu'ils n'ont rien de remarquable. Les sujets, je dois le dire, avaient surgi avec force dans mon imagination. Lorsque je les contemplais en esprit, avant de tenter de leur donner une forme, ils étaient saisissants. Mais, dans chacun des cas, ma main avait trahi ma fantaisie. Ce qu'elle avait exécuté n'était qu'un pâle reflet de ce que j'avais conçu. Il s'agissait d'aquarelles. La première représentait des nuages bas, d'un gris bleuâtre, qui s'avançaient rapidement au-dessus d'une mer agitée. Les lointains, ainsi que le premier plan, ou plutôt les vagues les plus proches, car il n'y avait pas de terre, étaient dans l'ombre. Un rayon de lumière mettait en relief un mât à demi submergé, sur lequel était posé un grand cormoran noir aux ailes tachetées d'écume qui tenait dans son bec un bracelet d'or serti de pierres précieuses, auquel j'avais donné les teintes les plus brillantes de ma palette, toute éclatante netteté de mon crayon. Au-dessous de l'oiseau et du mât, à travers l'eau verdâtre, glissait un cadavre dont le seul membre nettement visible était un beau bras, d'où le bracelet avait été soit balayé par les flots, soit arraché. La seconde aquarelle avait pour premier plan le sommet faiblement éclairé d'une colline dont l'herbe et quelques feuilles semblaient s'incliner sous l'effet de la brise. Au-delà et au-dessus s'étendait le ciel bleu foncé d'un crépuscule. Le buste d'une femme, d'une harmonie de tons aussi profonde et douce que j'avais pu la réaliser, se dressait dans ce ciel. Le front incertain était couronné d'une étoile, les traits du visage qu'il surmontait apparaissaient comme à travers une brise vaporeuse, les yeux brillaient d'un éclat sombre et farouche, les cheveux flottaient vaguement comme un nuage obscur déchiré par l'orage ou par quelque phénomène électrique.
Sur le cou tombait un pâle reflet semblable à un rayon de lune. Cette faible clarté effleurait aussi le cortège de nuages légers d'où s'élevait, inclinée, cette vision de l'étoile du soir. La troisième représentait la pointe d'un iceberg trouant un ciel polaire d'hiver. Les rayons arctiques en rang serré projetaient leurs légions de lances blafardes à l'horizon. Ils étaient rejetés dans le lointain par une tête colossale qui, au premier plan, s'inclinait vers le glacier en s'y appuyant. Deux mains frêles, jointes sous le front et le soutenant, couvraient d'un voile sombre le bas du visage. On ne voyait qu'un front totalement exsangue, blanc comme l'ivoire, et des yeux creux et fixes, sans expression, qui avaient l'immobilité du désespoir. Au-dessus des tempes, au milieu des plis entrelacés d'un noir turban, dont la nature et la substance étaient aussi vaporeuses qu'un nuage, brillait un cercle de flammes blanches parmi lesquelles étincelaient des joyaux plus éclatants encore. Ce pâle diadème était l'image d'une couronne de roi. Ce qu'il ceignait, c'était la forme qui n'a point de forme. « Étiez-vous heureuse lorsque vous avez fait ces aquarelles » demanda bientôt Mr. Rochester. « J'étais absorbée, monsieur, et j'étais heureuse, oui. En un mot, en les peignant, j'ai éprouvé une des plus grandes joies que j'ai jamais ressenties. » C'est peu dire. Vos plaisirs, d'après ce que vous m'avez dit, ont été rares. Mais vous avez dû vivre dans une sorte de pays de rêve, familier aux artistes, tandis que vous combiniez et disposiez ces teintes étranges. Y avez-vous consacré chaque jour de longues séances ? Je n'avais rien d'autre à faire, puisque nous étions en vacances, et j'y travaillais du matin au soir. La longueur des jours d'été favorisait mon inclination au labeur. Avez-vous éprouvé de la satisfaction devant le résultat de vos ardents efforts ? Loin de là, le contraste entre ce que j'avais conçu et sa réalisation me faisait souffrir. Dans chacun des cas, j'ai été tout à fait impuissante à réaliser ce que j'avais imaginé. Pas tout à fait. Vous avez réussi à fixer l'ombre de votre pensée, mais pas davantage, probablement. Vous n'aviez pas assez de métier ni de savoir pour lui donner un plein épanouissement. Pourtant, ces aquarelles sont fort curieuses de la part d'une élève. Quant aux idées, ce sont celles d'un elfe. Ses yeux, dans l'étoile du soir, vous avez dû les voir en rêve. Comment avez-vous pu les rendre si clairs sans leur donner le moindre éclat ? La lune, là-haut, atténue leur rayonnement. Qu'exprime donc leur grave profondeur ? Et qui vous a appris à peindre le vent ? Le vent souffle en tempête dans ce ciel-là et au sommet de cette colline. Où avez-vous vu l'Atmos ? Car c'est l'Atmos, cela. Bien, rangez vos aquarelles. J'avais à peine renoué les cordons de mon carton lorsque, regardant sa montre, il dit brusquement « Il est 9 heures. À quoi pensez-vous, Miss R ? De laisser Adèle veiller si tard. Allez la coucher. » Adèle alla l'embrasser avant de quitter la pièce. Il subit cette caresse sans paraître y prendre plus de plaisir que ne l'aurait fait Pilote, peut-être moins. « Maintenant, je vous souhaite une bonne nuit à toutes, » dit-il, faisant un geste de la main vers la porte, ce qui signifiait qu'il était fatigué de notre compagnie et désirait nous congédier. Mrs. Fairfax rangea son tricot, je pris mon carton et nous lui fîmes une révérence à laquelle il répondit par un salut glacial, sur quoi nous nous retirâmes. « Vous m'avez dit que Mr. Rochester n'avait pas de particularité frappante, fis-je observer à Mrs. Fairfax lorsque je la rejoignis dans sa chambre, après avoir couché Adèle. Eh bien, trouvez-vous qu'il en a ? Bien sûr, il est très fantasque, très brusque. C'est exact. Il peut en effet donner cette impression à un étranger, mais je suis tellement habituée à ses manières que je n'y fais pas attention. D'ailleurs, s'il a certaines bizarreries de caractère, il faut avoir de l'indulgence. Pourquoi ? D'une part, parce que c'est sa nature et que personne ne peut changer sa nature. D'autre part, il peut avoir de pénibles pensées qui le harcèlent et rendent son humeur inégale. À propos de quoi ? Des ennuis de famille, notamment. Mais il n'a pas de famille. Il n'en a plus, mais il en a eu. Il a perdu son frère aîné il y a quelques années. Son frère aîné ? Oui, l'actuel Mr. Rochester n'est pas en possession de la propriété depuis très longtemps. Seulement depuis 9 ans environ. 9 ans, c'est un laps de temps assez considérable. Aimait-il donc son frère au point de ne s'être pas encore consolé de sa perte ? Eh bien, non, cela n'est pas probable. Je crois qu'il y a eu des malentendus entre eux. Mr. Roland Rochester n'a pas été très juste envers Mr. Edward. Et peut-être avait-il prévenu son père contre lui.
Le vieux gentleman aimait beaucoup l'argent et était très préoccupé de garder intact le domaine familial. Il ne voulait pas amoindrir la propriété en la morcelant. Cependant, il tenait à ce que Mr. Edward eût de la fortune, lui aussi, pour conserver le prestige du nom. Peu de temps après sa majorité, des mesures furent prises, mesures peu équitables qui eurent de bien fâcheuses conséquences. Le vieux Mr. Rochester et Mr. Rowland manœuvrèrent de telle sorte pour assurer la fortune de Mr. Edward qu'ils le mirent dans une situation qu'il jugea pénible. Je n'ai jamais su au juste ce qu'était cette situation, mais Mr. Edward ne put supporter ce qu'il avait à subir. Il ne pardonne pas facilement. Aussi rompit-il avec sa famille et mène-t-il, à présent, depuis bien des années, une vie agitée. Je ne crois pas qu'il soit jamais resté 15 jours de suite à Thornfield depuis que la mort de son frère, décédé sans testament, l'a laissé maître du domaine. Et vraiment, il n'est pas surprenant qu'il cherche à fuir ce vieux manoir. Pourquoi le fuirait-il ? Peut-être le trouve-t-il triste ? La réponse était évasive. J'aurais aimé quelque chose de plus clair, mais Mrs. Fairfax ne put pas ou ne voulut pas me donner des renseignements plus précis sur l'origine et la nature des épreuves de Mr. Rochester. Elle déclara qu'il y avait là un mystère pour elle-même et que ce qu'elle en savait était fait surtout de conjectures. Il était évident, en tout cas, qu'elle désirait me voir abandonner ce sujet, ce que je fis en conséquence. Chapitre 15. Pas du tout. Chapitre 14. Au cours des jours qui suivirent, je ne vis guère Mr. Rochester. Le matin, il paraissait très absorbé par ses affaires. L'après-midi, des gentlemen de Millcote ou du voisinage venaient le voir et restaient parfois à dîner avec lui. Lorsque son entorse fut en assez bonne voie de guérison pour lui permettre de remonter à cheval, il sortit beaucoup, probablement pour rendre ses visites, car il ne rentrait généralement que tard dans la nuit. Durant cette période, Adèle elle-même fut rarement convoquée à paraître devant lui. De mon côté, nos relations se bornèrent à quelques rencontres occasionnelles dans le vestibule, l'escalier ou la galerie. Parfois, il passait devant moi, hautain et froid, m'accordant juste un signe de tête distant ou un regard indifférent. Parfois, il me saluait et me souriait avec l'affabilité d'un vrai gentleman. Ces changements d'humeur ne m'offensaient pas. Je voyais bien que je n'y étais pour rien. Ce flux et ce reflux provenaient de causes qui m'étaient étrangères. Un jour qu'il avait eu des hôtes à dîner, il avait fait demander mon carton à dessin, sans doute pour leur en montrer le contenu. Ces messieurs partirent de bonne heure pour se rendre à une réunion publique à Millcote, ainsi que me l'apprit Mrs. Fairfax. Mais comme la soirée était pluvieuse et froide, Mr. Rochester ne les accompagna pas. Peu de temps après leur départ, il sonna et me fit demander de descendre avec Adèle. Je brossai ses cheveux et ajustai un peu sa mise. M'étant assuré moi-même de la correction de ma tenue de Quakeress, si austère dans sa simplicité qu'il n'y avait rien à y retoucher, mes cheveux nattés y compris, nous descendîmes. Adèle se demandait si le petit coffre était enfin arrivé, car, par suite de quelque erreur, sa réception n'avait été différée jusqu'à ce jour. Ses désirs furent comblés. Le petit carton était là, sur la table, lorsque nous entrâmes dans la salle à manger. On eût dit qu'elle le savait d'instinct. « Ma boîte !» s'exclama-t-elle en se précipitant sur le carton. « Oui, la voilà enfin, ta boîte. Emporte-la dans un coin, véritable fille de Paris, et amuse-toi à en vider les entrailles, » dit la voix profonde et légèrement railleuse qui provenait du fond de l'immense fauteuil de Mr. Rochester, au coin du feu. Attention, ne m'ennuie pas avec les détails de cette opération anatomique, ni avec le bilan de l'état des entrailles. Que tout cela soit effectué en silence. Tiens-toi tranquille, enfant, comprends-tu ? Adèle ne semblait pas avoir besoin d'un tel avertissement. Elle s'était déjà mise à l'écart sur un canapé avec son trésor, s'efforçant de dénouer la ficelle qui retenait le couvercle. Lorsqu'elle eut réussi à enlever cet obstacle et soulever plusieurs feuilles de papier de soie argentée, elle se contenta de s'écrier « Oh ciel, que c'est beau !» Puis elle demeura extasiée dans cette contemplation. « Miss R est-elle ici ?» demanda alors le maître, se soulevant à demi dans son fauteuil pour se tourner vers la porte près de laquelle j'étais restée. « Ah bien,
Venez, asseyez-vous là, dit-il en approchant un fauteuil du sien. Je n'aime pas le babil des enfants, continua-t-il, car pour le vieux garçon que je suis, il n'évoque aucun souvenir agréable. Il me serait intolérable de passer une soirée entière en tête-à-tête avec un marmot. Ne reculez pas ce fauteuil, Miss Eyre, asseyez-vous juste là où je l'ai placé. Je veux dire, s'il vous plaît. Maudite soient ces politesses, je n'y pense jamais. Je n'affectionne pas non plus particulièrement les vieilles dames simples d'esprit. Je dois cependant faire venir celle qui est ici. Il ne faut pas que je lui manque d'égard. C'est une Fairfax, ou du moins elle a épousé un Fairfax et le sang, dit-on, est plus épais que l'eau. Il sonna et fit demander Mrs. Fairfax qui arriva bientôt, sa corbeille à tricot à la main. « Bonsoir, madame. Je vous ai fait appeler pour avoir recours à votre charité. J'ai défendu à Adèle de me parler de ses cadeaux, mais elle ne peut plus contenir son enthousiasme débordant. Ayez donc la bonté de l'écouter, d'être son interlocutrice. Ce sera une des plus charitables actions que vous aurez jamais accomplies. » En effet, dès qu'Adèle aperçut Mrs. Fairfax, elle l'appela, la fit asseoir sur le canapé et lui couvrit bientôt les genoux d'objets en porcelaine, en ivoire et en cire que contenait sa boîte, tout en donnant à profusion des explications et manifestant son ravissement aussi bien qu'elle le pouvait dans son anglais rudimentaire. Maintenant que j'ai rempli le rôle d'un bon maître de maison, en donnant à mes hôtes le moyen de se divertir, poursuivit Mr. Rochester, je devrais avoir la liberté de prendre aussi mon plaisir. Miss Eyre, avancez un peu votre siège. Vous êtes encore trop en arrière. Je ne puis vous voir sans changer de position dans ce confortable fauteuil et cela ne me plaît guère. Je fis ce qu'il me demandait. Bien que j'eusse de beaucoup préféré rester un peu dans l'ombre, mais Mr. Rochester avait un ton si impératif pour donner des ordres qu'il semblait tout naturel de lui obéir avec promptitude. Nous étions, comme je l'ai dit, dans la salle à manger. Le lustre, qui avait été allumé pour le dîner, répandait avec largesse une joyeuse lumière dans la pièce. Le feu était splendide, rouge et brillant. Les somptueux rideaux pourpres retombaient avec ampleur devant les hautes fenêtres et la baie voûtée, plus haute encore. Tout était tranquille. Adèle seule bavardait à voix basse, n'osant parler plus haut, et dans les moments de silence, on entendait la pluie d'hiver battre contre les vitres. Assis dans son fauteuil, recouvert de damas, Mr. Rochester semblait différent de ce que je l'avais vu jusqu'ici. Pas tout à fait aussi sévère, beaucoup moins sombre. Un sourire errait sur ses lèvres, ses yeux brillaient. Était-ce l'effet du vin ou non? Je ne le sais. Mais cela me parut bien probable. Il était, en un mot, dans son humeur d'après-dîner, plus expansif, plus gai, plus indulgent pour lui-même que le matin, où il avait toujours l'air froid et austère. Il me paraissait cependant encore passablement dur avec sa tête massive appuyée contre le dossier rembourré de son fauteuil. La lumière du foyer éclairant ses traits sculptés dans le granit ainsi que ses grands yeux sombres. Il avait, en effet, de grands yeux sombres, de très beaux yeux qui, dans leur profondeur, prenaient parfois une expression, sinon de douceur, du moins d'un sentiment qu'il évoquait. Je l'avais observé pendant 2 minutes, tandis qu'il contemplait le feu, lorsque, se retournant brusquement, il surprit mon regard fixé sur lui. « Vous m'examinez, Miss Eyre, dit-il. Me trouvez-vous beau ?» Si j'avais réfléchi, j'aurais dû répondre à cette question par quelques formules conventionnelles, vagues et polies. Mais la réponse s'échappa de mes lèvres avant que j'en eusse conscience. « Non, monsieur. Ah, ma parole, il y a quelque chose d'étrange en vous, dit-il. Vous avez l'air d'une petite nonnette, bizarre, tranquille, grave et simple, assise là avec vos mains devant vous, les yeux généralement baissés sur le tapis, sauf quand leur regard perçant se fixe sur mon visage, comme à l'instant par exemple, et quand on vous pose une question ou que l'on fait une remarque à laquelle vous êtes obligé de répondre, vous lâchez une réplique directe, imprévue, sinon brutale. Que voulez-vous dire par là ? J'étais trop franche. Je vous demande pardon, monsieur. J'aurais dû dire qu'il n'était pas facile de répondre à l'improviste à une question sur l'aspect des personnes, que les goûts diffèrent, que la beauté est de peu d'importance ou quelque chose de semblable. Vous n'auriez dû dire rien de pareil. La beauté de peu d'importance. Vraiment ? Ainsi, sous prétexte d'atténuer le premier outrage, de me faire retrouver ma sérénité par de douces et consolantes paroles, vous enfoncez une lame sous mon oreille. Continuez donc. Quel défaut me trouvez-vous ? Il me semble que je possède tous mes membres, tous mes traits,
comme les autres hommes. Monsieur Rochester, veuillez me permettre de me rétracter. Je n'ai pas eu l'intention de vous dire quelque chose de blessant. Ne voyez là qu'une maladresse. C'est bien ce que je pense, mais je vous en tiens responsable. Faites votre critique de ma personne. Est-ce mon front qui vous déplaît ? Il souleva les mèches noires qui formaient sur son front une ligne horizontale et montra ce qui devait correspondre à une masse assez puissante de substance cérébrale, mais aussi une déficience très nette à l'endroit de ce qui aurait dû saillir comme indice de la bienveillance. Alors, mademoiselle, suis-je un sot ? Loin de là, monsieur. Peut-être estimeriez-vous impoli de ma part de vous demander en retour si vous êtes philanthrope ? Cela continue. Encore un coup de canif, alors qu'elle feignait de me tapoter gentiment la tête. Et cela parce que j'ai dit que je n'aimais pas la compagnie des enfants, ni celle des vieilles femmes. Parlons bas. Non, jeune fille, je ne suis pas généralement philanthrope, mais j'ai une conscience. Et il désigna du doigt les protubérances qui témoignent, dit-on, de cette faculté. Elles étaient assez en relief, heureusement pour lui, et donnaient une remarquable ampleur à la partie supérieure de sa tête. D'ailleurs, j'ai eu jadis une sorte de tendresse de cœur un peu rude. Lorsque j'avais votre âge, j'étais un garçon sensible, attiré vers tout ce qui était sans expérience, sans appui, malheureux. Mais depuis lors, j'ai subi de toutes parts les assauts du destin qui m'a durement pétri, et je me flatte à présent d'être aussi dur, aussi inflexible qu'une balle de caoutchouc qui, pourtant, serait encore pénétrable par une ou deux fissures, avec un point sensible au centre de sa masse. Eh bien, cela me laisse-t-il quelque espoir. Quelque espoir de quoi, monsieur ? De ma métamorphose finale, du changement du caoutchouc en chair. Il a certainement pris trop de vin, pensai-je. Je ne savais que répondre à son étrange question. Comment pouvais-je savoir s'il était capable d'être métamorphosé ? Vous paraissez très intriguée, Miss Eyre. Et bien que vous ne soyez pas plus jolie que je ne suis beau, un air intrigué vous va bien. Il m'offre, d'ailleurs, l'avantage de détourner de mon visage ses yeux scrutateurs en les absorbant dans la contemplation des fleurs de laine du tapis. Demeurez donc intriguée. Jeune fille, je me sens d'humeur sociable et communicative ce soir. Sur cette déclaration, il se leva de son siège et resta debout, le bras appuyé sur la cheminée de marbre. Dans cette attitude, on voyait nettement sa personne, son visage, la largeur extraordinaire de sa poitrine, presque disproportionnée avec la longueur de ses membres. Je suis sûre que la plupart des gens l'auraient trouvé laid. Il y avait cependant tant d'inconsciente fierté dans son port, tant d'aisance dans ses manières, un tel air d'indifférence pour son aspect extérieur, une si hautaine assurance dans le pouvoir de ses qualités propres ou acquises, pour racheter son manque d'attrait, qu'en le regardant, on partageait inévitablement cette indifférence et que même on accordait une foi aveugle à sa confiance en lui-même. « Je me sens d'humeur sociable et communicative ce soir, répéta-t-il, et c'est pourquoi je vous ai fait appeler. Je ne pouvais me contenter de la compagnie du feu et du lustre non plus que de celle de Pilote. Aucun d'eux n'a l'usage de la parole. Adèle, tout en leur étant supérieure, est encore bien au-dessous du niveau désiré. Mrs. Fairfax de même. Quant à vous, j'en suis persuadée, vous pouvez me donner satisfaction si vous le voulez. Vous m'avez rendu perplexe lorsque je vous ai invité à venir ici le premier soir. Je vous ai presque oublié depuis, d'autres pensées vous ont chassé de ma mémoire, mais ce soir j'ai résolu d'être en paix, d'éloigner ce qui m'importune, d'évoquer ce qui m'est agréable. J'aurai plaisir à vous faire sortir de votre réserve, à vous connaître davantage. Parlez-moi donc. Au lieu de parler, je me mis à sourire, et ce sourire n'avait rien d'aimable, rien de soumis. Parlez, insista-t-il. Mais de quoi, monsieur ? De ce que vous voudrez, je laisse le sujet, la manière de le traiter, entièrement à votre choix. En conséquence, je demeurai assise sans rien dire. S'il espère que je vais parler pour le simple plaisir de parler et me faire valoir, il verra qu'il s'est trompé en s'adressant à moi, pensai-je. Êtes-vous muette, Miss Eyre ? Je restai silencieuse. Il pencha légèrement la tête vers moi et, d'un coup d'œil rapide, pénétra mon regard. « Entêté, dit-il. Contrarié. Ah, cela se comprend. J'ai présenté ma requête d'une manière absurde, presque insolente. Miss Eyre, je vous demande pardon. Sachez une fois pour toutes que je n'ai pas l'intention de vous traiter comme une inférieure, c'est-à-dire, se reprenant, que je prétends seulement à la supériorité qui doit résulter d'une différence d'âge de 20 ans et d'une expérience qui me donne sur vous l'avance d'un siècle. Celle-ci est légitime et j'y tiens, comme dirait Adèle.
Et c'est en vertu de cette supériorité et de cela seul que je vous prie d'avoir la bonté de me parler un peu, de changer le cours de mes pensées qui sont envenimées par l'obsession d'un même sujet et me rongent comme la rouille ronge un clou. Il avait daigné donner une explication, presque une excuse. Cette condescendance ne me laissa pas insensible et je voulais lui en donner la preuve. S'il est en mon pouvoir de vous distraire, monsieur, j'y suis toute disposée, mais je ne puis choisir moi-même un sujet de conversation ne sachant pas ce qui vous intéresse. Posez-moi des questions et je répondrai de mon mieux. Bien. Tout d'abord, voulez-vous reconnaître avec moi que j'ai le droit d'être un peu autoritaire, brusque parfois, même exigeant, pour les raisons que je vous ai données, à savoir que je suis assez vieux pour être votre père, que j'ai livré combat au cours de multiples expériences avec maints hommes de tout pays, que j'ai roulé ma bosse sur la moitié du globe tandis que vous viviez tranquillement avec les mêmes personnes dans une même maison. Comme vous voudrez, monsieur. Ce n'est pas une réponse, ou plutôt c'est une réponse exaspérante. Elle est trop évasive. Répondez-moi clairement. Il me semble, monsieur, que vous n'avez pas le droit de me donner des ordres, simplement parce que vous êtes plus âgé que moi ou parce que vous avez voyagé davantage. Ce droit à la supériorité dépend de l'usage que vous avez fait de votre temps et de votre expérience. C'est vite dit. Mais je ne puis admettre ce principe qui, en l'occurrence, ne saurait me convenir, car j'ai fait un médiocre usage, pour ne pas dire mauvais, de ces deux avantages. Faisant donc abstraction de la supériorité, il faut que vous acceptiez néanmoins de recevoir mes ordres de temps en temps, sans être froissé ou blessé par le ton de commandement. Y consentez-vous? Je souris, songeant en moi-même, Mr. Rochester est vraiment extraordinaire. Il semble oublier qu'il me donne 30 livres par an pour recevoir ses ordres. Le sourire est très bien, dit-il, saisissant instantanément son expression passagère, mais il faut aussi parler. Je me disais, monsieur, que bien peu de maîtres s'inquiéteraient de savoir si leurs subordonnés salariés sont ou non froissés ou blessés de recevoir leurs ordres. Leurs subordonnés salariés. Quoi? Vous êtes ma subordonnée salariée? Ah oui, j'avais oublié le salaire. Oh oui, j'avais oublié le salaire. Eh bien, pour cette raison mercenaire, consentez-vous à me laisser vous tyranniser un peu? Non, monsieur, pas pour cette raison-là. Mais j'y consens de bon cœur pour la raison que vous aviez effectivement oublié ce salaire, que vous vous préoccupez de savoir si un subalterne est content de son sort. Voulez-vous aussi me dispenser de toute forme et phrase conventionnelle sans penser que cette omission est due à l'insolence? Je suis sûr, monsieur, que je ne confondrai jamais l'absence de forme qui ne me déplaît pas avec l'insolence à laquelle aucun être né libre ne se soumettrait, même moyennant salaire. C'est une erreur. La plupart des êtres nés libres se soumettent à n'importe quoi moyennant salaire. Donc parlez pour vous sans vous aventurer dans des généralités dont vous ignorez tout. Pourtant, bien qu'elle ne soit pas exacte, je vous félicite de votre réponse, de la manière dont vous l'avez faite, de ce qu'elle exprime. Vous m'avez répondu avec franchise, sincérité. Cela ne se rencontre pas souvent. Bien au contraire, l'affectation ou la froideur, la stupide et grossière incompréhension sont la récompense habituelle de la franchise. Sur 3000 institutrices fraîchement émoulues de l'école, il n'y en a pas 3 qui m'auraient répondu comme vous venez de le faire. Mais je ne dis pas cela pour vous flatter. Si vous avez été coulé dans un moule différent de la majorité, ce n'est pas à vous qu'en revient le mérite, c'est l'œuvre de la nature. Et puis après tout, je me hâte trop de conclure, car pour autant que je sache, il se peut que vous ne valiez pas mieux que les autres et que vous ayez d'insupportables défauts pour contrebalancer vos quelques bons côtés. Et vous aussi, pensais-je. Au moment même où cette idée me traversa l'esprit, nos yeux se rencontrèrent. Il parut lire ma pensée et y répondit comme si elle avait été exprimée en paroles. « Oui, vous avez raison, dit-il. J'ai moi-même beaucoup de défauts. Je le reconnais et ne cherche pas à les atténuer, je vous l'assure. Dieu sait que je n'ai pas à être trop sévère pour autrui. J'ai à considérer au-dedans de moi-même un ensemble d'actes, un genre de vie qui appelle sur moi, non sur mon entourage, les railleries, le blâme. Je suis parti, ou plutôt, comme tous les coupables, je me plais à rejeter la moitié de ma faute sur la mauvaise fortune et sur de malheureuses circonstances. J'ai été lancé sur une mauvaise voie à l'âge de 21 ans. Depuis lors, je n'ai jamais retrouvé la bonne route. Mais j'aurais pu être très différent. J'aurais pu être aussi bon que vous, plus sage, presque aussi pur. Je vous envie votre sérénité d'esprit, votre limpidité de conscience, vos souvenirs sans flétrissure.
petite fille, des souvenirs sans tache ni souillure doivent être un merveilleux trésor, une source inépuisable de souverain réconfort. Comment étaient donc les vôtres quand vous aviez 18 ans, monsieur? Ils étaient clairs, sains, comme une eau pure qu'aucun flux trouble n'a encore polluée. J'étais comme vous à 18 ans, tout à fait comme vous. J'avais reçu de la nature les dispositions essentielles pour devenir, dans l'ensemble, un homme de bien. Miss Eyre, pour atteindre le but le plus noble. Mais, vous le voyez bien, je n'y suis pas parvenue. Vous me direz que vous ne le voyez pas, du moins je me flatte de lire cela dans vos yeux. Car, soit dit en passant, prenez garde à l'expression de votre regard. Je suis prompt à en interpréter le langage. Croyez-moi sur parole, je ne suis pas un misérable. Il ne faut pas le supposer ni m'attribuer d'extraordinaire vilénie. Je crois réellement que par suite des circonstances plutôt que de mon penchant naturel, je suis devenu un vulgaire et banal pécheur, habitué à mener une vie dissipée et sans intérêt, comme le font d'ordinaire les gens riches dépourvus de caractère. Cela vous étonne peut-être que je vous fasse de tels aveux. Sachez qu'au cours de votre vie, vous serez souvent choisi comme confidente involontaire des secrets de ceux que vous connaîtrez. D'autres sentiront instinctivement, comme je l'ai senti moi-même, que votre fort n'est pas de parler de vous-même, mais de les écouter, non avec un malveillant mépris de leur abandon, mais avec une sorte de sympathie naturelle dont les manifestations discrètes n'en sont pas moins consolantes et réconfortantes. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous deviner tout cela, monsieur? Je l'ai deviné, voilà tout, et je poursuis à peu près aussi librement que si j'écrivais mes pensées dans un journal. Vous me direz que j'aurais dû dominer les circonstances. C'est vrai, je l'aurais dû, mais vous voyez que je ne l'ai pas fait. Quand le destin m'a malmené, je n'ai pas eu la sagesse de garder mon sang-froid, je me suis laissé aller au désespoir, j'ai sombré. Et maintenant, quand n'importe quel sot débauché excite mon dégoût par son méprisable libertinage, je ne puis me flatter de valoir mieux que lui. Je suis obligé d'avouer que nous sommes sur un même plan, lui et moi, que je voudrais demeurer ferme. Dieu m'en est témoin. Redoutez les remords lorsque vous serez sur le point de succomber, Miss Eyre. Le remords est le poison de la vie. On dit que le repentir le guérit, monsieur. Non. Pour le guérir, il faut se réformer. Je pourrais me réformer. J'en ai encore la force, si... J'en ai encore la force, si... Mais à quoi bon y penser? Enchaîné et maudit comme je le suis. Toutefois, puisque le bonheur m'est irrévocablement refusé, j'ai droit au plaisir que peut donner la vie, et je le prendrai à n'importe quel prix. Alors, vous vous avilirez davantage, monsieur. C'est bien possible. Cependant, pourquoi m'avilirais-je si je puis jouir d'un plaisir doux et frais? Or, il m'est donné de pouvoir jouir d'un plaisir aussi doux et aussi frais que le miel sauvage que les abeilles vont butiner dans la lampe. Ce miel aura une saveur âcre, amère, monsieur. Qu'en savez-vous? Vous ne l'avez jamais goûté. Comme vous avez l'air sérieux et solennel. Vous êtes cependant aussi ignorante de la question que la tête de ce camé, dit-il, en ayant pris un sur la cheminée. Vous n'avez pas le droit de me faire un sermon, jeune néophyte qui n'avait pas franchi le portique de la vie et n'est pas initié à ces mystères. Je ne fais que vous rappeler vos propres paroles, monsieur. Vous avez dit que l'erreur engendrait le remords et que le remords est le poison de la vie. Mais qui parle d'erreur à présent? J'ai peine à croire que la pensée qui s'est glissée dans mon esprit soit une erreur. C'est une inspiration bienfaisante, apaisante, plutôt qu'une tentation. Cela, j'en suis certain. La voici qui revient. Ce n'est pas un démon, je vous l'assure, ou, si c'en est un, il a revêtu la robe d'un ange de lumière. J'ai le sentiment que je dois accueillir un hôte si merveilleux quand il demande à entrer dans mon cœur. Soyez sur vos gardes, monsieur, ce n'est pas un ange véritable. Encore une fois, qu'en savez-vous? Par quel instinct prétendez-vous distinguer un séraphin tombé dans l'abîme d'un messager du trône éternel, un guide, d'un séducteur? Je l'ai vu au trouble de votre visage, monsieur, lorsque vous avez dit que vous étiez de nouveau sous l'influence de cette inspiration. Je suis sûre que si vous vous y abandonnez, elle sera pour vous une nouvelle source de misère. Pas du tout. Elle m'apporte le plus gracieux message de ce monde. Du reste, vous n'êtes pas la gardienne de ma conscience. Ne soyez donc pas inquiète. Sois le bienvenu, adorable visiteur. Il prononça ces paroles comme s'il parlait à une vision sensible pour lui seul.
Puis, refermant sur sa poitrine ses bras qu'il avait entr'ouverts, il parut serrer sur son cœur l'hôte invisible. « Voilà, continua-t-il, s'adressant de nouveau à moi. J'ai reçu le pèlerin qui, sous ses apparences, n'est autre, je le crois sincèrement, qu'un envoyé céleste. Il m'a déjà fait du bien. Mon cœur n'était qu'une sorte de charnier, il va devenir une chasse. À dire vrai, monsieur, je ne vous comprends pas du tout. Je ne puis continuer une conversation qui dépasse mon entendement. Je ne sais qu'une chose. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas aussi bon que vous désiriez l'être, que vous regrettiez vos propres défauts. Vous avez déclaré aussi, et cela je le comprends, qu'une mémoire souillée était un perpétuel tourment. Il me semble donc que si vous faisiez de réels efforts, vous réussiriez bientôt à devenir ce que vous voulez être. Si, à partir de ce jour, vous vous mettiez résolument à réformer avec fermeté vos pensées et vos actes, vous arriveriez à vous constituer, d'ici quelques années, une moisson nouvelle de souvenirs sans tâche que vous évoqueriez avec plaisir. Voilà qui est bien pensé, bien dit, Miss Eyre. En ce moment, je pave l'enfer avec énergie. Monsieur, oui, je le pave de bonnes intentions, que je crois aussi durables que le silex. Sans aucun doute, mes relations, mes actes vont être différents de ce qu'ils ont été. Seront-ils meilleurs? Certainement, comme le pur minerai l'emporte sur ses grossières scories. Vous paraissez douter de moi. Je ne doute pas de moi-même. Je connais mon but, mes raisons d'agir et, en ce moment même, je décrète par une loi aussi immuable que celle des Mèdes et des Perses que ce but et ses raisons sont honnêtes. Ils ne peuvent l'être, monsieur, s'ils exigent une loi nouvelle pour les légitimer. Ils le sont, Miss Eyre, bien qu'ils exigent absolument une loi nouvelle. À d'exceptionnels concours de circonstances, il faut des lois exceptionnelles. Cela me paraît une dangereuse maxime, monsieur, car il est facile de voir tout de suite qu'elle peut mener à des abus. C'est vrai, philosophe sentencieuse, mais je jure, par mes dieux l'art, de n'en pas abuser. Vous êtes un être humain faillible. Oui, mais vous aussi, et alors? Les faillibles humains ne devraient pas s'arroger un pouvoir qui ne peut être confié en toute sécurité qu'à la seule perfection divine. Quel pouvoir? Celui de déclarer honnête toute ligne de conduite singulière et, de ce fait, en marge de la loi. Honnête, c'est le mot exact. Vous l'avez prononcé. Que cela puisse donc être honnête, dis-je alors, tandis que je me levais, estimant inutile de poursuivre une conversation totalement inintelligible pour moi. En outre, je me rendais compte que le caractère de mon interlocuteur m'était impénétrable, du moins pour le moment. Enfin, la conscience de mon ignorance me rendait perplexe et me faisait éprouver un vague malaise. « Où allez-vous »« Je vais coucher Adèle, l'heure en est déjà passée. »« Vous avez peur de moi, parce que je parle comme un sphinx. » Vos propos sont énigmatiques, monsieur, et sans doute suis-je déconcertée, mais je vous assure que je n'ai pas peur. Si vous avez peur, votre amour-propre vous fait redouter de commettre une méprise. Dans ce sens, oui, j'ai des appréhensions. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Si vous en disiez, ce serait de façon si grave, si tranquille, que je les prendrais pour des paroles sensées. Ne riez-vous jamais, Miss Eyre, ne prenez pas la peine de me répondre. Vous riez rarement, je le vois. Mais vous êtes capable de rire fort gaiement. Croyez-moi, vous n'êtes pas plus naturellement austère que je ne suis naturellement vicieux. C'est la contrainte de Lowood qui pèse encore sur vous. Elle modèle l'expression de votre visage, émousse l'éclat de votre voix, paralyse vos gestes, et vous craignez, en présence d'un homme, fût-il votre frère, votre père, votre maître, ou ce que vous voudrez, de sourire avec trop de joie, de parler trop librement, de vous mouvoir avec trop de vivacité. Mais avec le temps, j'espère que vous apprendrez à être naturel avec moi, car il m'est impossible de ne pas l'être avec vous. Vous aurez alors plus de vie, plus d'essence dans votre regard et vos gestes que vous n'osez en laisser paraître présentement. De temps en temps, ce regard me fait penser à celui d'un étrange oiseau derrière les barreaux serrés de la cage. Si ce captif vivace, inquiet, résolu était seulement libre, il prendrait son vol jusqu'aux nuages. Avez-vous toujours l'intention de vous retirer ? 9 heures ont sonné, monsieur. Peu importe, attendez un instant. Adèle n'est pas encore prête à aller se coucher. Ma position, Miss Eyre, le dos au feu, la figure tournée vers la pièce, favorise l'observation. Tout en vous parlant, j'ai aussi, de temps à autre, regardé Adèle. J'ai mes propres raisons pour la considérer comme un curieux sujet d'étude, raisons que peut-être... Non, que certainement je vous ferai connaître,
quelques jours. Elle a sorti de sa boîte, il y a une dizaine de minutes, une petite robe de soie rose, et tandis qu'elle la dépliait, une expression de ravissement illuminait son visage. La coquetterie coule dans ses veines, son cerveau en est pétri, la moelle de ses os en est imprégnée. « Il faut que je l'essaie », s'est-elle écriée, et à l'instant même. Sur quoi elle se précipita hors de la pièce. Elle est en ce moment avec Sophie occupée à s'habiller. Elle va revenir dans quelques minutes et je sais qui je vais voir. Une Céline Varens en miniature telle qu'elle apparaissait sur les planches au lever du... Mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, mes sentiments les plus tendres sont sur le point de recevoir un choc. J'en ai le pressentiment. Restez donc pour voir s'il va se réaliser. Bientôt, on entendit Adèle traverser le vestibule de son petit pas léger. Elle entra, transformée, comme l'avait annoncé son tuteur. Une robe de satin rose très courte, à la jupe très bouffante, remplaçait la robe brune qu'elle portait auparavant. Une guirlande de boutons de rose qui lui ceignait le front. Elle était chaussée de bas de soie et de petits souliers de satin blanc. « Est-ce que ma robe me va bien ?» s'écria-t-elle en bondissant vers nous. « Et mes souliers et mes bas. Tenez, je crois que je vais danser. » Elle déploya largement sa robe, traversa la pièce en dansant d'un pas glissant et, lorsqu'elle se trouva devant Mr. Rochester, fit légèrement demi-tour sur ses pointes et posa un genou en terre à ses pieds en s'écriant « Monsieur, je vous remercie 1000 fois de votre bonté. » Puis, se relevant, elle ajouta « C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur ?»« Précisément. » répondit Mr. Rochester, et c'est comme cela que, par un sortilège, elle faisait sortir mon or anglais de la poche de ma culotte britannique. J'ai été naïf aussi, Miss Eyre. Oui, je nais comme l'herbe verte. La fraîcheur de la jeunesse dont vous êtes parée n'est pas plus printanière que la mienne ne l'était jadis. Mon printemps a fui, me laissant sur les bras cette petite fleur de France dont, selon mon humeur, je serais heureux d'être débarrassé. Je n'éprouve que peu d'affection pour cette fleurette, surtout lorsqu'elle a un air aussi artificiel qu'en ce moment. Je n'apprécie plus qui fut la souche dont elle est issue depuis que j'ai découvert que seule la poussière d'or pouvait la fertiliser. Si je la garde et l'élève, c'est un peu d'après le principe catholique de l'expiation des péchés, mortels et véniels, par une bonne œuvre. Je vous expliquerai tout cela quelques jours. Bonne nuit. Eh bien, c'est triste, hein. C'est triste de dire ça de cette jeune fille qui n'a pas 10 ans et de se dire que qu'elle ne pourra pas changer. Peut-être qu'elle pourra changer un jour. Et en plus, il encourage ça, je crois. Oh là là, quel drôle de caractère. Qu'est-ce qu'ils sont difficiles à supporter, les hommes comme ça. Ceux qui donnent des ordres tout le temps. Qui sont au centre, à qui on doit toujours obéir. Les hommes se comportent souvent comme ça. Très bien. Ah ouais. On doit leur tenir compagnie quand ça leur chante et après on disparaît. Non, merci. Ça fait un petit peu penser parfois à La Belle et la Bête, au dessin animé de Disney. J'avais quel âge la première fois quand je l'ai vu ? 9 ans. Bonjour. Le boulanger porte son pain, plateau bien garni, du bon vieux pain de son fourni. Depuis qu'on est arrivé,
les gens sont étrangers dans cette ville qui meurt d'ennui. Dans cette vie ou dans cette ville, je sais plus. C'est le plus beau roman et toute cette histoire m'enchante. C'est vrai, il n'a rien d'un prince charmant, mais pourtant je sens que son cœur s'éveille en secret. Non, j'ai mélangé 2 chansons. Bon, peu importe. Je voulais regarder l'heure, je crois que je suis en retard, j'ai fait une lecture beaucoup trop longue. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, pour d'autres lectures. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et à très bientôt, tout simplement, tout doucement. Alors non, ne jamais me mettre cette chanson dans la tête. C'est une catastrophe. Merci beaucoup, à bientôt.